je vous avoue qu'on a pas mal de choses à parler, donc on va aller très rapidement sur certaines de mes lectures. Comme j'ai fait pas mal d'emprunts à la bibliothèque, je pense que c'est celui-là sur lequel je vais aller le plus rapidement possible, puisque la plupart, à part une ou deux qui m'ont très marqué, la plupart étaient des lectures bof. Donc, j'ai lu Une fleur venue d'ailleurs, donc on est sur le tome 1, on est sur un manga comme vous le voyez. On est sur l'histoire d'une jeune fille, en fait il y a deux pays qui sont en guerre, enfin trois si on compte bien. Et elle vient d'un des pays qui s'est allié à l'Empire, et l'Empire a perdu face à un autre royaume qui était plus petit, mais vu qu'ils ont réussi à allier tous les clans, et bien ils ont enfin réussi à abattre l'Empire. Et donc, en monnaie d'échange, l'Empire décide d'envoyer cette jeune fille en face dans ceux qui ont gagné, en leur disant ok, on a une dette colossale à payer, mais pour que vous diminuiez notre dette, eh bien on vous envoie une de nos plus belles nobles en mariage à votre chef, à votre leader, comme ça vous baissez la note en gros de nos dettes. Grosso merdo, c'est ça. Donc elle qui était déjà fiancée à quelqu'un d'autre, quand elle va se rendre compte, elle va pas être très contente, mais elle va faire son devoir, elle va aller là-bas, et quand elle va arriver là-bas, le gars qu'elle doit épouser n'est pas présent. En revanche, elle est dans sa maison, et sa maisonnée ne l'accueille pas très bien, puisque c'est une étrangère qui vient de l'Empire, qui les a exploités pendant des années, donc voilà, elle n'est pas très bien reçue, et elle décide que, eh bien au pire, si son époux enfin son prétendu époux ne veut pas l'épouser, c'est pas grave, elle va faire sa vie autrement. Et donc elle va justement, comme ça, pendant tout le récit, essayer de cacher son identité de noble et de faire comme si elle était une étrangère et qu'elle va établir un commerce, elle va établir une vie. Et lui va se rendre compte du coup, donc on a comme ça, c'est très introductif, hein, c'est un tome 1, et donc l'intérêt de l'un pour l'autre de voir justement sur les préjugés qu'ils ont par rapport au fait qu'ils étaient ennemis pendant un temps, enfin leurs deux pays étaient ennemis, et donc les rumeurs qui courent aussi sur aussi bien un peuple que sur l'autre. Donc voilà, c'était chouette. J'ai hâte de voir la suite justement pour voir dans quelle direction on va. Parce que j'ai lu Une bouteille à la mer. On est sur une BD sur la rencontre entre une activiste, une ancienne, alors je sais plus c'est quoi exactement, mais elle a fait du bateau et tout, navigatrice de renom, présidente d'honneur du WWF France, spécialiste de la mer, voilà. Et donc du coup, elle va discuter, elle va essayer d'envoyer une bouteille à la mer avec cette dessinatrice, cette illustratrice de BD, cette autrice de BD. Et voilà, pour faire justement un bouquin qui parle d'écologie, mais plus particulièrement en fait qui parle de la mer tout simplement. Et justement, on rencontre aussi différentes personnes, justement différentes actifs, aussi bien des personnes qui travaillent à l'État que des personnes qui travaillent dans des ONG, que ce soit elle par exemple, elle est dans Sea Shepherd, lui il est dans un truc plus corse. Enfin bref, il y en a qui viennent un petit peu de tous les milieux, mais toujours est-il pour parler justement de l'océan, et à la fois l'océan en tant que pays, puisque économiquement l'océan rapporte de l'argent au monde, aussi bien aussi climato, voilà, parce que l'océan est le premier poumon, bien avant d'ailleurs les forêts, voilà, et puis la pollution évidemment, le plastique, tout ça, tout ça. Donc c'est hyper intéressant, mais je vous avoue que c'est pas très digeste, et à un moment ça nous le dit, ça se veut de la vulgarisation, mais pour que ça soit de la vulgarisation, il aurait fallu faire quelque chose d'un peu plus digeste. Là je vous avoue que on a des écriteaux, voici, en voilà partout, et c'est assez lourd en fait. À part les moments comme ça où en fait la navigatrice nous raconte des moments de vie qu'elle a, sinon on est quand même sur pas mal de trucs assez explicatifs, et c'est pas très chouette. Hein. Enfin, c'est pas que c'est pas très chouette, c'est très intéressant et c'est très enrichissant, mais c'est pas une lecture doudou facile. Je crois que j'ai découpé en deux. Ouais, j'en ai lu une première partie, j'ai fait une pause, et après j'ai lu la deuxième partie parce que voilà, on n'est pas sur un sujet qui était très digeste. Un petit peu plus digeste pour le coup, j'ai lu Karl. On est sur une fiction, donc là c'était justement un petit peu plus cool, sur cette jeune fille. Son père est décédé lors d'un accident de voiture, et son chauffeur c'était son robot, car là on est sur de l'intelligence artificielle avec de la robotique assez poussée justement, et elle était fâchée avec son père, donc là elle s'occupe de l'enterrement et de tout ce qui est héritage, mais elle n'avait pas une relation très voilà, très fusionnelle avec son père. Et donc quand sa compagnie à son père va porter plainte contre la compagnie qui a créé le robot, puisque c'était le robot qui conduisait au moment où il y a eu l'accident et que son père est décédé, elle s'en fiche, ça l'intéresse absolument pas, c'est pas ça qui va lui ramener son père, et puis de toute manière, comme je vous ai dit, elle était pas très proche de lui. Donc elle va profiter que pendant eux ils font le procès, elle va être dans la maison et essayer justement de faire du tri dans cette maison, voir si elle va la vendre ou pas. Et en même temps elle apprend justement à connaître le robot, qui petit à petit se rend compte que le robot, il n'est pas si robotique que ça en fait. Il a une manière de poser, il pose des questions, il réfléchit, il a des espèces d'émotions. Par exemple justement pendant le procès, quand on lui dit
Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu une biche devant lui et donc du coup, il a préféré dévier, quitte à aller dans le fossé avec un passager humain plutôt que de tuer la biche. Et donc du coup, on lui dit: «Mais pourtant dans votre programme, vous devez, privilégier, l'humain à n'importe quelle autre espèce animale». Et lui dit: «Oui, mais la biche était belle». Et donc du coup, le fait qu'il puisse avoir cette notion de beauté, c'était pas normal pour un robot. Et puis, je vous laisse découvrir, mais il y a d'autres choses aussi qui font que voilà, on se demande à un moment si il n'a pas un peu de conscience. Et voilà. Donc c'est assez chouette, ça pose la question de l'homme, de l'intelligence artificielle et tout et tout. Moi j'ai bien aimé, je vous avoue. J'ai lu aussi L'Amourante, et ça, je l'avais beaucoup vu passer sur les réseaux, donc j'en attendais énormément. J'ai bien aimé, mais pas tant que ça au final, parce que ça m'a pas transcendé. Si quelqu'un a lu La vie invisible d'Adi Larue, là, on est un peu sur ce même délire, même si c'est pas exactement la même chose. On est sur l'histoire de cette jeune femme qui va se rendre compte justement que à partir du moment où les gens l'aiment, elle ne meurt pas. Par contre, si elle a des sentiments pour quelqu'un, eh bien, elle commence à vieillir. Et donc, ce qui va se passer, c'est que elle est dans les années, je sais plus si c'est 1400 ou 1500, où d'un moment, les gens vont se rendre compte en fait qu'elle ne vieillit plus et tout, ils vont la traiter de sorcière. Patati, elle va être récupérée par une autre amourante, pardon, et toutes les deux justement on va voir leur vie parce qu'en fait, la BD commence où justement il y a un amoureux transi qui débarque chez notre protagoniste et elle lui dit bah, c'est cool, t'es amoureux de moi, mais moi je suis pas intéressée par toi. Et lui dit bah, comment ça se fait tu m'as envoyé des messages enflammés, nanani, nanana. Et en fait, il lui dit mais pourquoi. Et à force d'insister du pourquoi, du comment, et ben elle décide justement de tout lui raconter sa vie, donc des années 1400-1500 à maintenant, tout ce qui lui est arrivé. Et donc on suit justement le parcours de cette femme qui parcourt les siècles, qui parcourt à la fois la bonté humaine, toutes les innovations, mais aussi toute la cruauté, les guerres, les épidémies et tout ça. Donc voilà, c'est une lecture qui est chouette, sans pourtant l'être, même s'il y a pas mal de choses qui sont dénoncées, justement, l'amour, qu'est-ce que le désir, qu'est-ce que l'obsession, l'attraction, la jalousie, tout ça, tout ça. Et moi j'ai bien aimé en fait, parce qu'on a vraiment un parcours de femme dans son entièreté, justement, puisque vu qu'elle a plusieurs vies en une, eh bien elle a aussi bien été la femme mariée que la prostituée, que la sorcière, que la jeune épouse, la jeune vierge, enfin bref, elle a tenu un peu tous les rôles d'une femme peut tenir. Et donc du coup c'est hyper intéressant justement de voir comment les hommes s'accaparent l'image de la femme et tout le rôle que les femmes doivent entretenir, peu importe justement les sociétés. Donc bonne lecture. J'ai fini, ça y est, j'ai lu le tome 4, Le Château des Animaux, Le Sang du Roi. Et donc, si vous ne connaissez pas, on est sur une espèce de dystopie en fait où il y a un château qui a été abandonné par les humains et les animaux qui étaient dans ce château ferme, eh bien décident justement de devenir leur propre maître. Et donc, il y a tout un système, un régime qui a été mis en place. Sauf que justement, on commence dans le tome 1 où le chef de ce château, eh bien c'est un taureau, et c'est un taureau qui mène vraiment une dictature où, à part lui, sa femme et ses enfants et sa milice, les chiens, tous les autres animaux sont mis à contribution de manière exponentielle puisqu'il faut qu'il produise énormément pour que lui puisse traiter avec les humains qui sont en dehors de ce château et qui puissent avoir les victoires que lui décide. Parce que par exemple, on peut produire des carottes, on peut produire des œufs, mais on ne peut pas produire des croquettes par exemple pour les chiens. Donc il faut faire du troc avec les humains qui sont à l'extérieur du château. Voilà, vous voyez ce genre de délire là. Sauf que, eh bien justement, il va à l'extrême et justement il maltraite entre guillemets son peuple. Et donc on va avoir Miss B qui est la chatte blanche du château, avec ses petits chatons et son ami César le lapin, qui vont faire en sorte justement de mener la révolte. Et donc on voit en fait au fil des tomes comment on en arrive à une révolte. Là on commence ce tome-là, 4, justement, où elles ont réussi à avoir le droit de pouvoir faire un vote justement, qui va être élu le nouveau président entre Silvio le taureau, qui se représente, enfin il n'était pas présenté parce qu'au départ c'était le plus fort, donc voilà, il s'était pas présenté, il s'était auto lui-même mis chef. Donc là, pour le coup, elle exige justement que les gens du château votent, enfin les animaux du château votent justement. Et donc on a le choix entre Miss B, qui a toujours été pour la liberté et le travail juste pour tout le monde, voilà. Et on a Silvio qui lui veut rester dans son système. Mais là, on a justement une bonne manière de montrer aussi le système électoral à l'heure actuelle aussi. Voilà, on a cette petite comment dire, ce petit clin d'œil entre ce que les politiciens promettent et la vérité de ce qu'ils font à côté, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, ce qui est réaliste, ce qui est réalisable. Les boucs émissaires aussi, quand justement les politiciens disent oui, mais c'est eux qui sont le problème, voilà, si eux on les dégage, ça réglera tous nos soucis. Ça se passe rarement comme ça en général. Donc voilà, on a pas mal de petits clins d'œil qui sont faits et qui sont chouettes. Et c'est le dernier tome, donc voilà, ça me fait une saga de fini. C'est pas trop mal.
Et là, je vous avoue qu'on arrive sur, je crois bien, la lecture qui m'a un peu le plus marqué de tout ce que j'ai pris à la médiathèque. Waouh Vertu de Saint-Cyr, je ne m'attendais pas à ça. En fait, j'avais vu de vite fait de visu l'illustratrice à la Icône avec Cynthia. On était passé devant son stand, mais il y avait tellement de queue que je me suis dit non, on va pas s'arrêter. Et je me suis posé la question, pourquoi ça avait autant de succès? Et là, j'ai lu la BD de tome 1. Je sais pas s'il y a un tome 2 qui est déjà sorti ou quoi, mais... Vous avez lu Colossal? Eh ben voilà! On est exactement dans la même claque pour moi. Aussi bien graphique, parce que pourtant graphique, on n'est pas sur quelque chose de très léché comme on pourrait l'avoir dans certains webtoons, mais au niveau des sujets, alors là, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais on va éviter. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui veut rentrer dans ce qu'on pourrait appeler la Légion d'honneur, ou l'armée tout simplement. Hein. Sauf que, évidemment, c'est un milieu très machiste, très sexiste. Sauf qu'il y a plusieurs petits scandales qui ont été éveillés auprès du grand public et ils doivent redorer leur blason. Un peu comme, vous voyez, c'est l'armée, quoi. On est un peu dans le même parallèle. Donc on a cette jeune fille qui descend d'un ancien officier, mais qui est un officier de couleur. Et donc, il va l'entraîner, justement, son père est un commandant, il va l'entraîner d'arrache-pied pour qu'elle rentre dans la formation, mais qu'elle ne soit pas, justement, victime de son sexe. Et donc, quand elle rentre dans cette académie, il y a évidemment une hiérarchie entre les descendants, les fils de colonels, de commandants et tout ça, et ceux qui arrivent. Et puis évidemment, en plus, si tu es étranger, par exemple, là on en a un qui est russe, et si elle est une fille, évidemment, vous vous rendez bien compte qu'il y a de la discrimination un peu pour tout. Et on a une autre hiérarchie, c'est ceux qui savent souvent appeler les tradis. Donc c'est un petit groupe, une petite fraternité, et justement, c'est un peu eux qui font les règles dans l'académie avec bizutage et tout ce qui s'ensuit. Je vous avoue que cette lecture était très dure parce que je m'attendais pas à ça. En fait, il y a tellement de sujets qui sont traités. On parle de harcèlement, on parle d'emprise, on parle de pression sociale, on parle de hiérarchie évidemment, des classes, on parle de racisme, comme je vous ai dit, de sexisme. Il y a même un moment où on part sur un peu de l'homophobie parce que il y a un personnage qui se révèle ne pas être hétéro et donc il va devoir se cacher des autres. Bref. C'est hyper bien fait et c'est très long. Et quand tu vois la fin du tome, t'es en mode allez, je veux le 2, je veux que vous me fassiez tout péter là-dedans. Parce que, voilà, malheureusement, je sais que c'est encore d'actualité, qu'il y a encore des mentalités qui pensent comme ça et c'est affreux en fait. Et on a aussi justement cette jeune fille qui a tellement été habituée à ce qu'on la pousse à ses dernières limites, qu'on lui dise que c'est pas parce qu'elle est une femme qu'elle elle est moins que les autres, qu'à un moment justement quand elle va voir des femmes qui sont un petit peu, on va dire, faibles et qui se victimisent par rapport à des garçons, elle va être en mode ouais mais moi je suis capable en fait, donc si moi je suis capable, vous aussi vous êtes capable, j'en ai marre en gros de ces femmes qui entre guillemets ternissent l'image de la femme, à cause de vous on est considérés comme des faibles alors qu'il suffirait juste que vous vous sortiez les doigts des fesses pour voilà. Et elle a aussi ce prisme justement que comme elle a toujours été entraînée, a été capable d'encaisser cet entraînement, elle ne supporte pas aussi de voir que d'autres ne le sont pas et à un moment elle va s'énerver justement contre une femme et là je suis en mode mon petit cœur de féministe est en mode mais oui mais tout le monde ne commence pas avec les mêmes outils, avec les mêmes bagages, tu peux pas demander la même chose à quelqu'un qui voilà. Et du coup j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a aussi ce côté emprise, le côté groupe social, pression, il y a des personnages qui ont certaines valeurs et qui, à force que la pression sociale va les casser en deux, vont trahir leurs propres valeurs et leurs promesses et tout. Et allez, c'est dur, hein, je vous jure, mais j'aime beaucoup justement parce que c'est réaliste. C'est pas quelque chose où votre héroïne, elle commence en gros en bas et elle finit en haut et elle ne fait jamais un pas de travers. Et voilà, c'est pas une noix blanche, elle va faire des choses qui sont sales, qui sont crades et voilà. Et j'espère qu'à la fin, justement, son objectif ne sera que mieux. À un moment aussi, on parle de militantisme, justement, et il y a une des filles qui, justement, fait un groupe féministe, et quand elle va rentrer dans ce groupe-là, elle va lui dire, mais oui, mais vos petites banderoles, vos petites machins, ça ne va pas changer les choses, en fait. Il faut rentrer dans le tas pour que les femmes soient acceptées, il faut, justement, en gros, y aller en forcing. Et justement, la fille qui fait le groupe, elle va lui dire, oui, mais le problème, c'est que quand on y va en forcing, on est traité d'hystérique, on est mis à la bande de l'écart, justement, on est viré de l'école carrément parce qu'on force trop. Il faut réussir à avoir une balance justement dans le militantisme où à la fois tu enfonces les portes, mais en même temps, tu es capable d'être dans le compromis pour que petit à petit, step by step, les mentalités évoluent et les choses évoluent.
Et donc, on a ce double discours aussi du militantisme qui est très chouette parce qu'on dit toujours, oui, les femmes qui sont féministes en général sont des hystériques, nanani, les fémènes, patati patata. Mais non, en fait, il y a justement les femmes, quand elles en arrivent à ce stade-là, c'est qu'elles ont tellement essayé de faire des compromis qu'au bout d'un moment, elles deviennent radicales justement parce qu'elles n'en peuvent plus de voir qu'à la lenteur auquel les choses n'évoluent pas, pour la plupart du temps en plus, ou alors la lenteur à laquelle les choses évoluent, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé, franchement je le recommande à 1000%. On arrive dans les choses que j'ai achetées et que aussitôt acheté, aussitôt lu. Donc là on est sur les webtoons et les mangas. En termes de manga, j'ai avancé ma série du coup, La Gardienne des Concubines, j'ai lu le tome 6. Donc on est sur l'histoire de cette jeune fille et de cet homme, qui lui en fait c'est le bras droit de l'empereur, et elle va être mariée de force à ce type. On va avoir une relation qui vont se nouer, mais même si c'est un mariage arrangé, il n'y a rien de forcé, c'est très green flag entre les deux. Et elle, du coup, elle est la gardienne des concubines de l'empereur, donc dans son harem, et elle va essayer de chapeauter à chaque fois que les maîtresses et les concubines et les femmes ne se tirent pas toutes dans les pattes. Et là, dans ce tome-là, on est sur particulièrement la première femme, justement, de cet empereur, qui est du coup une ancienne, qui est plus vieille que les autres, et qui en a marre justement parce qu'elle n'est plus visitée par son mari et qui décide que si elle ne sert à rien en tant qu'impératrice, autant divorcer. Et lui, l'empereur, il n'est pas du tout d'accord parce que bien au contraire, c'est son premier amour, c'est la personne qu'il aime le plus, mais s'il ne la visite plus, c'est parce qu'il considère que, eh bien, entre guillemets, elle en a marre de lui. Bref, il y a un quiproquo entre les deux. Et donc, du coup, dans ce tome, elle va faire en sorte que le quiproquo soit réglé. J'aime beaucoup. En plus, comme je t'ai dit, on voit un petit peu la relation entre les deux évoluer, parce que là on avait 2 ou 3 tomes où ça n'évoluait plus du tout, et moi c'est ça surtout, que l'empereur et ses concubines, ça se passe bien, c'est chouette, c'est un peu le titre du bouquin, mais surtout ce que je veux c'est la romance entre les deux protagonistes, entre elle et lui, de la voir avancer. Donc voilà, ça avance un petit peu, mais pas beaucoup. J'ai continué dans mes lectures avec le carnet de l'apothicaire, enfin les carnets de l'apothicaire, le tome 16, que vous dire qu'on adore, même si, là encore une fois, j'aimerais que ça avance un peu plus. On est sur cette jeune femme qui du coup va rentrer dans le harem de l'empereur, encore une fois, sauf que cette fois-ci, elle est là surtout parce qu'elle a des talents, comme le dit le titre, d'apothicaire, elle est capable de s'occuper des plantes et des poisons et de traiter ce genre de choses, mais elle va surtout être là parce qu'il y a pas mal de complots, d'intrigues justement entre plein de personnages politiques, et donc elle essaye de les résoudre. Là, dans les tomes précédents, elle s'est fait enlever, et donc eh bien, on assiste à ce qui se passe justement pendant cet enlèvement, les intrigues politiques et tout et tout. Je vous avoue que là, j'ai hâte justement de lire la suite pour qu'on puisse retrouver notre protagoniste dans un milieu qui lui est un peu plus favorable que là à l'heure actuelle. Et avec le protagoniste, le love interest qui nous intéresse, parce que pour le coup, vu que ça fait 3 ou 4 tomes qu'elle est enlevée, eh ben, leur relation évidemment n'a pas du tout avancé. Dans les webtoons que j'ai achetés et que j'ai directement lus, on a Là où les étoiles filantes tombent, on est sur le tome 3. Il y a un système de magie un petit peu particulière où il y a des sorcières, et entre guillemets, quand une sorcière meurt, eh bien une autre sorcière, elle tombe des étoiles. Et là, on a la petite constellation qui est morte, et donc quand elle est morte, une autre sorcière est tombée des étoiles. Et le souci, c'est que quand cette sorcière est morte, son chat, son familier n'est pas mort. Et normalement, quand une sorcière naît, évidemment, son familier lui apparaît. Et elle, cette nouvelle sorcière, son familier ne lui apparaît pas. Et donc, on va mettre ensemble l'ancien familier de l'ancienne sorcière et la nouvelle sorcière ensemble en leur disant, mais écoutez, toi tu n'as plus ta sorcière et toi tu n'as pas de familier. Donc autant que vous vous mettiez ensemble, et donc on va voir justement comment ils vont relationner l'un avec l'autre, et comment ils vont aussi faire pour s'imbriquer dans les intrigues du monde dans lequel ils sont, parce que je vous avoue que même moi, en ayant lu les 3 tomes, j'ai pas tout compris au niveau du monde nocturne et du monde solaire, l'ascenseur qui est entre les deux, j'ai pas tout pigé, je vous avouerai, mais on est sur justement des dogmes où on a entre guillemets le dieu du soleil et le dieu de la lune, et les deux peuples ne s'aiment pas du tout, et entre guillemets, on est sur un gros bordel théologique. Avec coup évidemment de racisme, enfin pas de racisme, mais de discrimination, voilà. Discrimination au niveau de certaines minorités, certaines personnes qui sont stigmatisées parce que justement elles sont des sorcières, tatati tatata, bref. Voilà, j'ai bien aimé ça, mais surtout justement la relation entre la sorcière et le familier évolue enfin. Parce qu'au début, on était un peu en mode, on est ensemble parce qu'on est ensemble, mais on s'entend pas en fait. Et là, je trouve qu'on part sur quelque chose d'un peu plus sain. Donc à voir si ça évolue dans le bon sens. On continue avec une saga qui est terminée, Father, I Don't Want This Marriage, le tome 8. Alors, j'aime bien cette jaquette, hein, mais les gars, quand vous nous faites des couvertures, arrêtez de nous faire des couvertures qui nous spoilent la fin. C'est quoi ça? Ça m'insupporte. Je suis désolée, mais je suis fâchée.
Je suis fâchée parce que du coup, il n'y a pas grand intérêt à lire le bouquin à partir du moment où tu as lu la couverture. Bon, j'ai quand même essayé de le... je l'ai lu, donc voilà, mais bref, j'aime pas ça. Donc Phaser avec l'enfant petit mariage, on est sur une trope de réincarnation, comme dans beaucoup de webtoons. On est sur cette jeune fille qui va se faire tuer, en fait. Son père va la dénoncer, enfin pas la dénoncer, mais son père va la livrer aux autorités, puisqu'elle est accusée d'avoir tué la nouvelle fiancée d'un des marquis, qui était son ex-fiancé, justement, qui l'a abandonnée pour cette princesse-là, qui est la sœur du prince héritier, et le prince héritier va la découper, va la décapiter très clairement dans son ancienne vie. Donc elle va mourir, et dans cette nouvelle vie, elle va décider évidemment de tout changer pour ne pas avoir la même vie que la précédente. Donc elle va relationner mieux avec son père, et elle va découvrir que son père a un disciple, et ce disciple se révèle... Nous, on le crame tout de suite, très vite, mais elle, il lui faut très longtemps pour comprendre qu'en fait, c'est le prince héritier, celui-là qui est considéré comme sanguinaire, qui est le disciple de son père, justement. Et à force, justement, de ne pas comprendre pourquoi son père s'intéresse tellement à cette fille qui est le point faible, selon lui, de son maître, eh bien, le disciple va petit à petit s'intéresser à la fille, et évidemment, on va avoir une relation entre les deux, vous vous en doutez. Ce tome 8, très chouette. Parce que d'un côté, entre guillemets, l'intrigue principale se termine rapidement, hein, et on est sur, comme d'habitude, un happy ending des familles qu'on connaît, mais on a aussi pas mal de choses qui se passent après, du coup, la fin et le happy ending, et ça j'aime beaucoup, je vous avoue, parce que j'en ai un peu marre, que ce soit au niveau des romans ou au niveau des webtoons, que, entre guillemets, une fois qu'on a le mariage, il vécut heureux, il dure beaucoup d'enfants, et on passe à autre chose. On n'a pas ce développement, justement, des personnages qui leur arrive après le fait de se mettre ensemble. Donc là, j'étais contente de voir un petit peu ça plus approfondi. Donc voilà, j'ai bien aimé la série, mais je vous avoue que elle n'a pas été, voilà, elle m'a pas autant transportée pour que je la garde. Donc je pense que celle-ci, je m'en sépare. On continue dans les webtoons. La nouvelle chef de clan, on est sur le tome 6. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui est une bâtarde de sa famille de nobles, les Lombardie. Et elle, eh bien, elle va vivre, c'est encore un trait de réincarnation, elle va vivre une première vie où justement elle va se laisser faire, entre guillemets, par sa famille. Et malgré le fait qu'elle aide comme elle peut sa famille va sombrer petit à petit et devenir plus du tout la famille, les Lombardie, justement, c'est la deuxième puissance dans le royaume. Voilà, ils vont petit à petit être des nuls, enfin des moins que rien, puisque justement les hommes de sa famille vont faire des mauvais choix. Et donc elle va décider dans cette nouvelle vie que si elle se réincarne, c'est pas pour rien, c'est pour justement devenir la nouvelle héritière, la nouvelle chef de clan des Lombardie, parce que même si elle est une bâtarde, elle renaît dans son corps de 8 ans. Donc quand elle a toutes les connaissances par rapport au futur et ce qui se passe, elle peut comme ça avancer ses pions et pouvoir prédire l'avenir, pas aux autres mais à elle, et donc justement faire des choix en fonction de ce qui va se passer. Et donc, du coup, les gens vont de plus en plus lui faire confiance et dire que cette petite est une surdouée parce qu'elle a des connaissances qu'elle ne devrait pas avoir à 8 ans. Et qu'en plus, en général, elle fait les bons choix. Donc elle est innovatrice, donc elle est précurseur dans son domaine. Donc petit à petit, justement, elle va réussir à se placer en potentielle héritière de son clan, et ce qui va évidemment entraîner des jalousies, vous vous rendez bien compte, puisqu'en plus c'est une fille et qu'en plus c'est une bâtarde. Voilà, déjà qu'il n'en faut pas beaucoup aux hommes pour être chiant, mais là, c'est un peu le combo. Donc voilà, dans ce tome-là, on est sur le fait que normalement son père, justement, il est censé mourir assez rapidement d'une maladie, et que, dans sa première vie, elle n'a rien pu y faire puisqu'elle ne savait pas, mais dans celle-ci, vu qu'elle a déjà mis, comme je vous ai dit, des pions en place, eh bien, elle s'est déjà liée d'amitié avec la personne qui est censée trouver le remède dans le futur. Et donc, elle va faire en sorte de trouver le remède. Et on a aussi la relation qui avance bien avec un des princes héritiers. Donc, je suis très contente parce que, justement, c'est pas le prince héritier, normalement, c'est le second prince. Donc, c'est censé être lui aussi un prince illégitime. Donc, ils se comprennent un petit peu parce qu'ils sont tous les deux bâtards, et elle se sert un petit peu de lui parce qu'elle sait le potentiel qu'il a, qu'il peut devenir, et lui, il s'accroche à elle parce que c'est la seule personne justement qui lui montre de l'intérêt. Donc on va avoir une relation comme ça qui va commencer à se nouer, malgré que là pour le moment ils sont pas très vieux, hein. Au début justement dans les premiers tomes, ils ont 8 ans, mais là ils doivent avoir peut-être bien 12, 13 ans. Mais voilà, ils sont pas très très vieux là non plus. D'ailleurs, j'aimerais bien que ça avance un peu plus vite. Parce que dans le tout premier chapitre du bouquin, justement, on les voit plus grands. On les voit... je sais pas s'ils ont 18 ans, mais on voit qu'elle rentre et que lui, il rigole en disant « Bah, tu vois, t'as réussi à se faire ce que tu voulais, en fait. Ton objectif est rempli. » Donc, on les voit. On sait que ça leur intéresse, en fait. Dès la première page, on sait que ça leur intéresse. Donc, voilà, j'ai hâte de les voir grandir un peu pour voir leur histoire d'amour à eux deux. Encore un
webtoon, et oui, j'ai lu Dites-moi princesse, le tome 2. Et là, pour le coup, je suis un petit peu sceptique. Parce qu'en fait, si j'ai commencé celui-ci, c'est parce que je voyais énormément d'extraits sur mon feed de YouTube. Plein de petits shorts là, sur cette saga. Donc je me suis dit, peut-être commencer à lire, voir si mon attrait va jusque dans le manga. Donc on est sur cette jeune fille qui est en fait une princesse et son père en fait l'empereur la déteste puisqu'elle ressemble très portrait à sa mère et donc du coup c'est son amour à lui et il ne supporte pas qu'elle soit morte en couche pour cette petite. Donc il ne veut pas la voir en peinture et dans le truc de base, alors je sais que c'est une trappe de réincarnation mais je sais plus si c'est parce que c'était dans un bouquin ou si c'est parce que c'est vraiment sa vie qu'elle a vécue. Je sais plus, je vous avouerai. Mais du coup, je crois que c'est dans un bouquin de base. Bref, quand il va y avoir une autre jeune fille qui se sent susceptible d'être sa fille aussi à lui, il va la privilégier, c'est Jeannette, je crois son prénom, puisqu'elle ne ressemble pas à sa défunte épouse et que du coup, il a plus facilité à lui donner des choses à elle que à sa première fille. Et donc, on va avoir comme ça un petit peu la petite qui va de petit à petit perdre ses privilèges et puis voilà, devenir malheureusement une héroïne déchue. Et donc cette fois-ci, quand la personne qui va se réincarner dans cette jeune fille qui a lu ce roman, elle va dire il va pas falloir que ça se passe comme ça dans ma vie, moi j'ai pas envie de mourir comme la gamine est morte des mains de son père, voilà, c'est son père qui l'a tuée. Donc elle va décider de mener sa vie, d'apprendre à jongler avec tout ce qu'elle sait déjà du bouquin et de l'histoire en tant que telle. Dans celui-ci, on rencontre du coup deux personnages qui sont assez intéressants, parce que dans le premier c'était très introductif, mais du coup on rencontre deux potentiels love interest. Alors il y en a un, c'est un love interest à coup sûr, on a celui-là, là, je sais plus c'est quoi son nom, Claude? Non, je sais plus. Si je crois que c'est Claude, qui est entre guillemets le fils d'un gars qui est insupportable, mais qui essaye de placer son fils justement près de la princesse en mode potentiellement pour pouvoir le placer et avoir plus de mainmise sur le royaume. Mais elle tombe surtout sur le charme du gars parce que c'est quelqu'un de très gentil, gentleman, très doux, nanani, nanana. Et on a à l'inverse une espèce de divinité qui va apparaître à un moment dans le jardin et qui va se rendre compte que cette petite princesse a énormément de pouvoir en elle et que justement elle va réussir à finir par exploser parce qu'elle a trop de potentiel magique et que lui c'est une ancienne divinité qui était là il y a plus de 800 ans, qui s'est endormie pendant un moment et qui quand il se réveille, justement il a envie de magie et voilà, quand il va la rencontrer il va se dire peut-être que je pourrais bouffer un peu de sa magie. Bref, il y a tout un pacte qui va être passé entre cette divinité qui à la base est un adulte et qui justement pour rester auprès d'elle va modifier son apparence afin de passer pour un petit garçon et être un petit mage et donc apprendre à la princesse à gérer sa magie. Sauf qu'elle peut pas le voir justement parce qu'à chaque fois qu'elle veut pas faire quelque chose qu'il veut qu'il fasse, il la menace en fait parce qu'elle a un petit chat et en gros son chat c'est son familier et c'est en gros quand elle a trop de magie normalement sa magie essentielle est dans son familier. Il lui dit si tu veux pas ce que je te dis, je bouffe ton chat. Comme ça, je bouffe de la magie et toi, t'auras plus ton chat. Donc voilà, vous voyez, il est vraiment pas sympa avec elle. Mais je présume que c'est aussi le love interest. C'est Lucas, son nom, je crois. Parce qu'il y a dans les reels, justement, que j'ai vu sur YouTube, il y a pas mal de petits clins d'œil qui montrent que... je pense qu'au fur et à mesure, justement, les deux vont apprendre à se côtoyer et à se voir. Et petit à petit, il va y avoir un intérêt qui naisse pour l'un et pour l'autre. Donc... J'ai reçu un service de presse aussi de Babelio qui lui traîne parce que normalement c'était la masse critique de décembre et vous voyez je l'ai reçu en février. Donc enfin aussitôt reçu, aussitôt lu et très déçu malheureusement. On est sur Histoire courte de l'auteur qui a fait Arte et moi je pensais que justement ça allait être 5 petites nouvelles de Arte et pas du tout. Arte on est sur une jeune femme qui vient de la noblesse dans la Renaissance et qui va vouloir absolument devenir peintre sauf que ce n'est pas quelque chose pour la noblesse puisque une femme en étant dans la noblesse on lui demande juste de se marier et de fournir des enfants à son mari, voilà c'est tout ce qu'on lui demande et elle non, elle veut travailler, elle veut devenir peintre en plus donc pas du tout quelque chose qui est fait pour elle mais elle va réussir par rentrer dans un tout petit atelier et devenir une artiste à part entière. Bref. Il y a 21 tomes. Il y a 21 tomes, c'est très chouette, même si la fin pour moi a été très bâclée. Donc je m'attendais justement à avoir un petit recueil de nouvelles de cette histoire. Et au final, pas du tout. On a bel et bien 5 petites nouvelles dans des univers totalement différents, aussi bien science-fiction que Moyen-Âge, que plein de genres différents. Il n'y a que la dernière nouvelle qui a un petit lien avec Arte, mais voilà, c'est tout. Toutes les autres n'ont rien à voir, et donc je vous avoue que j'étais assez déçue à ce niveau-là. Quitte à éteindre les services presse de Babelio, on va continuer. Celui-ci, du coup, pour le coup, c'est la masse critique de février. Donc je l'ai reçu en février. Celle-ci a été rapide par rapport à l'autre.
où il a fallu 3 mois pour que je le reçoive. Celui-ci, je l'ai reçu à temps. Donc on est sur Cancer colère, écrit par Fleur Brito. Oui, c'est ça, Brito. On est sur un essai, et comme vous en doutez du titre, on parle du cancer et de la colère qu'elle a eue, cette femme. On est sur un récit à la fois autobiographique, mais à la fois, comme je vous ai dit, c'est un essai. Donc elle nous donne, en fait, on voit son parcours, puisqu'elle a eu un premier cancer du sein qu'on ne voit pas. Elle a un ami à elle qui meurt du cancer, et elle a un deuxième cancer à son autre sein qui est déclaré. Et donc on voit son parcours justement pour son deuxième cancer, et elle nous explique justement tout son protocole. Donc c'est hyper intéressant aussi à ce niveau-là de voir le parcours d'une malade, et en plus aussi malheureusement de voir la maltraitance qu'on peut avoir à cause de certaines personnes dans le domaine médical qui, alors, disclaimer, ce sont des personnes qui sont vitales, ce sont des personnes qui font des métiers très difficiles, qui n'ont pas forcément les finances, ni le temps nécessaire, ni les équipements nécessaires. Ça, je ne le dis pas, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je peux même dire que l'erreur est humaine, ça, j'en conviens tout à fait. Je ne remets pas la faute sur les soignants. Par contre, il y a des choses que je suis désolée, mais qui, malgré les conditions de travail dans lesquelles ils vivent, voilà, déplorables. J'ai une sœur qui a été pendant très longtemps aide-soignante. Enfin bref, je connais le milieu médical, c'est pas toujours la joie, enfin même rarement la joie. Là, je vous avoue qu'il y a des sujets qui sont quand même assez durs à traiter. Enfin, pas assez durs à traiter, mais qui sont assez durs à lire parce que, enfin, en tant qu'humain, on ne peut pas dire ça. Par exemple, justement, comme je disais, elle va avoir un deuxième cancer, donc elle va devoir aller refaire une mammographie. Et il y a une des radiologues qui va lui dire que c'est pas la fête ici, que, eh bien, tout simplement, on ne fait pas des mammographies toutes les 5 matins, qu'on a déjà fait une il y a pas longtemps, et que normalement, c'est pas normal, elle devrait pas faire de mammographie, et qu'en plus on lui demande de faire une mammographie sur qu'un seul sein, alors que normalement la règle c'est de faire sur les deux. Donc c'est vraiment n'importe quoi de lui donner une ordonnance comme ça. Sauf que, eh bien évidemment, elle va faire la mammographie, on va se rendre compte qu'elle a bel et bien une tumeur, et donc après la dame va se sentir évidemment pas à l'aise et va dire bah, tenez, voici votre radio, allez voir votre médecin. Et évidemment, ne va pas s'excuser d'avoir eu ce comportement exécrable envers une personne qui vient pour faire une radio parce qu'elle est susceptible d'avoir un deuxième cancer. Vous voyez, il y a des petits comportements comme ça, qu'on soit fatigué, qu'on soit désagréable, je veux bien, ça peut arriver, tout le monde, on n'a pas toujours tous les bons jours, ça je le dis, voilà, il n'y a pas de souci pour moi à ce niveau-là. Vous avez entendu ce que je vous ai dit? Elle a reproché à la patiente de venir faire une échographie, une mammographie, comme si c'était voilà, comme si c'était la cantine, on ne vient pas faire des mammographies n'importe comment. Tu doutes bien que si cette personne vient faire une mammographie alors qu'elle en a fait une il n'y a pas longtemps, c'est pas pour le fun en fait. Donc voilà, j'étais un peu. Et il y a plusieurs passages justement comme ça où le monde médical est vraiment très violent avec ses patients, et donc voilà. Mais c'est pas le volet qui pour moi est le plus important. Moi, le volet le plus important, c'est le militantisme qu'elle met justement dans son bouquin, et que j'aime beaucoup parce que justement, tout au long de son parcours médical, elle nous met comme ça des moments où elle s'ennuie, et donc elle va chercher des chiffres. Elle fait beaucoup de rencontres aussi, et à chaque fois qu'elle rencontre par exemple une personne avec son métier, elle va voir les statistiques de son métier, s'il y a des fortes chances ou pas d'avoir le cancer. Et à chaque fois, bizarrement, ben oui, tout ce qui va être les boulangers, les agriculteurs, les fleuristes, les personnes qui ont souvent affaire aux pesticides, eh bien, sont présentes autour d'elle, et donc eh bien, ça l'agace, puisqu'elle se rend compte qu'en plus ce n'est pas que des vieux qui sont touchés, parce qu'elle-même n'est pas très vieille, elle a moins de 40 ans je crois dans son bouquin, mais elle voit aussi des jeunes femmes qui sont là, des enfants qui sont là, et petit à petit justement elle va détricoter et se rendre compte eh bien, que c'est le monde dans le monde qu'on est, qui est pollué, qui a énormément de pesticides, de machins endocrinaux, machin là, enfin bref, de perturbateurs endocriniens, voilà, je cherchais le mot. Bref, c'est le monde à laquelle on vit qui fait que les cancers à l'heure actuelle sont épidémiques. Franchement, il y en a partout, et c'est un vrai problème, et que justement on ne met pas assez en phase ça. Elle trouve que l'État, à chaque fois, quand il y a des cancers, on donne des facteurs individuels. Cette personne n'a pas une bonne hygiène de vie, elle n'a pas fait assez de sport, elle n'a pas assez bien mangé, elle n'a pas assez ceci, elle n'a pas assez cela. Comment vous pouvez dire ça à des gamins qui ont 6 7 ans, à des adolescents qui ont entre 15 et 18 ans? Là, à un moment, on en a justement un gamin qui a 19 ans, qui n'a, enfin, voilà, qui n'a rien vécu à l'heure actuelle encore, et vous n'allez pas lui dire que c'est de sa faute parce qu'il ne mangeait mal. Voilà. Et bref, justement, et elle montre que justement depuis plusieurs années, depuis même des décennies, on va dire depuis certains même depuis les années 50, les scientifiques et les médecins alertent justement sur le fait qu'avec l'industrialisation, avec toutes les grosses firmes justement qui se mettent en place agroalimentaires, et le fait qu'il y a plein de facteurs environnementaux qui sont néfastes pour la santé, eh bien alerte sur le fait que oui, le cancer à l'heure actuelle, ce n'est pas une maladie qui est individuelle, c'est une maladie qui est structurée au niveau de la société, puisque si on est
Enfin, voilà, je suis très énervée parce qu'elle l'explique très bien dans son bouquin. Et il y a plein de choses sur lesquelles elle revient, justement sur la loi du plomb, sur le Mercosur, sur plein de choses aussi. Justement, elle revient en détail. Et c'est effarant en fait de se rendre compte que justement dans son discours, elle le dit très bien, on ne devrait pas avoir à débattre de ce sujet en fait. Tout le monde devrait être, que ce soit de droite ou de gauche, d'accord pour dire que la santé du public, le bien commun, est plus important que l'économie. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas en fait. La loi du plomb, si elle n'est passée, c'est pas pour le bienfait de la populace, c'est pour le bienfait de certaines grosses industries alimentaires, agroalimentaires, qui ont besoin de ça pour pouvoir continuer à engranger des millions et des milliards. Et elle le dit bien aussi à plusieurs moments, que c'est quand même assez folklore et assez même ahurissant quand elle s'est rendue compte qu'elle a commencé à fouiller, de se rendre compte que les personnes qui fournissent les semences et les pesticides déjà sont les mêmes. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce de comment dire ça, de ah, j'ai pas le terme, mais il y a une espèce de mainmise sur l'agroalimentaire, et qu'en plus, ce sont ces mêmes personnes, grâce à des filières annexes, qui, euh, qui produisent les remèdes contre le cancer. Donc en fait, ce sont ces personnes qui nous empoisonnent, qui nous donnent en même temps le remède. Et elle le prouve par plein de moments dans son bouquin, et c'est vrai que c'est assez effarant, assez... Ouf, le conflit d'intérêts est énorme, et voilà. Et je vous avoue que... j'en lis un chapitre le matin, un chapitre le soir. J'ai du mal justement à le lire d'une traite. Ce genre d'essai, c'est pas du tout quelque chose qui est très facile à lire. Mais pour moi, il est d'utilité publique. Lisez-le, c'est très intéressant justement. Et elle le dit bien à l'heure actuelle que un peu on revient, comme je vous ai dit, sur la bouteille à la mer là que j'avais lu, la BD. D'ailleurs, je le lisais à un moment en même temps et ça faisait beaucoup écho. Qu'il va falloir arrêter justement de croire que la planète va continuer à surproduire comme ça, à vita aeternam, et qu'on va pouvoir continuer à vivre comme ça, puisqu'on s'en rend bien compte. Il y a de plus en plus de mortalité infantile, les femmes sont de moins en moins fertiles, les hommes aussi d'ailleurs sont de moins en moins fertiles. Enfin, on s'en rend bien compte que justement là, l'humanité fonce littéralement dans le mur à cette vitesse-là, c'est plus possible. On pollue tellement les eaux, les forêts, les sols, l'atmosphère, même on envahit même l'espace avec nos déchets. Donc au bout d'un moment, va falloir arrêter de dire que l'écologie est punitive. L'écologie n'est pas punitive. L'écologie, elle est là justement dans un but de ben ouais, mais les gars, si vous voulez pas qu'on fonce dans le mur, entre guillemets, il va peut-être falloir qu'on pense à l'avenir avant de penser à son porte-monnaie. Bref. Et je trouve que c'est très bien fait parce que justement, on alterne entre les moments qui sont assez des moments durs, puisque comme je l'ai dit, c'est son parcours de santé, et des moments où c'est plus avec des chiffres. Et je trouve que justement, la balance est très bien équilibrée, même si c'est pas une lecture doudou, je vous le garantis. Et là, on part sur une toute autre ambiance. J'ai lu Cucu de Camille Emmanuel, qui est un cadeau que m'a fait ma sœur pour Noël. Et j'en attendais beaucoup. Beaucoup. Parce qu'on est sur l'histoire d'une autrice qui a l'habitude d'écrire de la romance, alors qu'en fait, c'est à la base le personnage principal est professeur de français au collège ou au lycée. Au collège, je crois. Et pour arrondir ses fins de mois, elle est aussi autrice de romances érotiques. Mais là, son éditrice, justement, lui dit que c'est plus ce qui marche à l'heure actuelle. Ce qui marche, c'est la dark romance. Donc, elle va devoir transformer sa prochaine histoire, qu'elle commençait à écrire en new romance, en dark romance. Et l'autrice ne veut absolument pas, parce que c'est une féministe convaincue, et elle considère que ce n'est pas la bonne approche, surtout au vu de l'âge des lectrices de ce genre de choses, c'est non. Sauf que, au moment où elle va s'énerver à propos de son bouquin et qu'elle va tout lâcher, et qu'elle va tuer son personnage principal, son protagoniste masculin, dans son bouquin, et bien le lendemain, il va apparaître sur son canapé. Et là va commencer un petit peu le what the fuck. Comment elle va faire pour que son personnage de New Romance, qui est quand même très stéréotypé, millionnaire, dominant, nanani, nanana, un peu l'alpha, et bien elle va petit à petit justement lui faire se rendre compte des choses qui existent dans la vraie vie et bien un peu le mettre au goût du féminisme. Et là où je pensais que ça allait être très chouette et justement très drôle et tout, et il y a plein de références aussi, il y a pas mal d'humour, de références à la pop culture, donc je me disais, il y a tout qui va me plaire. Bah non, voilà, je sais pas quoi vous dire, que je l'ai lu et je pouffais, je soufflais, en fait, je voyais les références qui étaient censées me faire rire, nanani nanana, mais ça ne faisait pas rire en fait. J'avais l'impression de lire un Bridget Jones, très clairement, mais en version plus actuelle. Voilà, c'est très clairement sur ce type-là que si je devais faire une comparaison, que je le mettrais. Et j'avoue que j'ai pas kiffé. Alors je crois que je suis passée à côté parce que j'ai vu énormément de coups de cœur et tout, de trucs, et moi j'étais là en mode
Ouais, bah non en fait. Ça l'a pas fait avec moi. Donc je suis assez déçue, parce qu'en plus, comme je vous ai dit, j'ai demandé un cadeau de Noël à ma soeur. Donc je vais m'en séparer, mais en même temps, je vais pas garder quelque chose qui ne m'a pas plu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément pour le référencement. Ou laissez un petit commentaire si vous ne savez pas quoi mettre de quelque chose de très construit. Et bien mettez plein de petits cœurs roses pour faire effet avec QQ, ou alors de petites têtes de mort si vous voulez mettre en rapport avec cancer colère. Donc voilà, vous retrouverez évidemment toutes les infos en barre d'informations. Si vous voulez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez de bons moments et que vous faites de bonnes lectures. Et je vous fais tout plein de gros bisous.